voulez ne pas vous exposer, bien, simplement gardez votre caméra et votre micro fermés. Si vous avez des questions, bien, écrivez-les dans le chat, puis on va y répondre à la fin. Ben, si à la fin, vous voulez ouvrir votre micro pour la poser oralement, il n'y a pas de problème non plus. Ceux qui se demandent s'ils vont avoir accès à la présentation, ma collègue Sylvie a déjà joint dans le chat le fichier PDF de la présentation. Alors, je crois que sans plus tarder, on peut céder la parole à mon collègue Jean-Jacques Rondeau, qui va vous exposer donc un peu l'émergence du phénomène des revues prédatrices. Merci, Cynthia. Alors, en première partie, nous allons discuter de l'actualité et de l'ampleur du phénomène des revues prédatrices, des conséquences d'y publier, du contexte de leur émergence et de leur définition. Le problème posé par les revues prédatrices est tel que des sanctions commencent à être infligées à ce type d'éditeurs comme mesure de dissuasion. Ici, on a un exemple de sanction qui a été donné en 2019 au groupe Omix International, qui est un des plus grands éditeurs prédateurs de revues et de conférences scientifiques, qui a été condamné par la Commission fédérale du commerce des États-Unis a payé une amende de 50 millions de dollars pour pratiques mensongères et frais cachés de publication. Donc, c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur et qui amène des sanctions. Comme ce type d'entreprise possède assez d'argent pour s'acheter des revues scientifiques légitimes, elles sont en position de s'acheter aussi la crédibilité. Donc, il faut faire attention. Des fois, il y a des revues qui peuvent passer d'un éditeur légitime à un éditeur prédateur. Donc, la situation évolue quand même assez rapidement dans ce domaine-là. Et ça peut affecter le développement futur des revues. Un autre signe de l'ampleur du phénomène est qui ne fait plus seulement la manchette dans la presse spécialisée. Il est porté à l'attention du grand public, ce qui contribue à nuire à l'image de la science et à sa crédibilité. Ici, on a un exemple d'un article qui a été publié dans l'actualité. Il y a des conséquences à publier dans une revue prédatrice. Et ça peut avoir un impact non seulement pour les chercheurs, mais aussi pour la société. Les impacts possibles pour le chercheur sont surtout au niveau de sa réputation en l'associant au manque de rigueur et à l'arrivisme. Ça laisse croire que la personne est prête, donc que le chercheur est prêt à tout pour faire étoffer son dossier, donc et son CV. Le phénomène étant désormais connu, ça peut nuire à l'obtention, par exemple, d'une promotion. Comme la démarcation entre les revues prédatrices et les revues aux pratiques discutables et parfois troubles, des chercheurs arrivistes exploitent délibérément ce flou, car ils y voient une occasion d'étoffer rapidement leur dossier en parvenant à publier plus facilement que ceux qui évitent ces canaux de diffusion. Ce comportement peu éthique complique injustement la mesure de l'impact véritable de la recherche. Finalement, il y a un autre impact pour les chercheurs qui n'est pas négligeable, la rétractation d'un article qui aurait été publié afin de le republier dans une revue légitime est particulièrement difficile car bien souvent les droits d'auteur ont été cédés. Du côté des impacts pour la société, comme des recherches de piètre qualité peuvent y être publiées dans les revues dites prédatrices, le phénomène de ces revues contribue à la propagation de fausses informations et qui peuvent circuler longtemps, même après avoir été démontrées comme telles, comme fausses. Et ces informations fausses peuvent aussi même être très dommageables pour la santé. Par leur mauvaise pratique, un show de mauvaise qualité risque aussi d'être associé au mouvement du libre accès, parce qu'on retrouve ces revues-là justement dans les listes de revues en libre accès. Ce qui nuit aux efforts de renouvellement de l'économie de l'information savante, actuellement en situation d'oligopole. Donc, à peu près la moitié, en 2013, à peu près la moitié des publications savantes avaient été publiées par 5 grands éditeurs commerciaux. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'oligopole. Et donc,
cette situation peut nuire justement au changement, au renouvellement de l'économie de l'information savante et au développement de la science citoyenne en contribuant à rendre la population cynique à l'égard de la science et de la recherche. Ça entraîne aussi une mauvaise utilisation des fonds de recherche, puisque lorsque des articles de qualité y sont publiés, parce que ça peut arriver qu'un article de qualité soit publié dans une revue prédatrice, ils ne reçoivent pas une reconnaissance adéquate parce qu'ils vont être mal ou pas du tout indexés. Donc, ils vont être rendus difficiles à repérer et de cette façon, ces travaux ne contribueront pas aux avancées de la science et ils vont en quelque sorte tomber dans les limbes là, et devenir invisibles au reste de la communauté scientifique. De plus, la pérennité de l'accès à ces articles n'est pas du tout assurée comme elle l'est par les revues sérieuses, les vraies revues, et ces articles-là risquent tout simplement de disparaître à jamais. Mais comment ces revues prédatrices ont-elles pu prendre autant de place au point de s'immiscer dans la vie des chercheurs? Ici, on a un graphique qui illustre 3 facteurs qui ont contribué à l'émergence de ce type de revue vers le milieu des années 90. Tout d'abord, il y a un contexte favorable à leur émergence qui est apparu dès les années 40, où les chercheurs ont commencé à être soumis à une pression accrue pour publier avec l'apparition, premièrement, de la Big Science, donc qui transformait en quelque sorte les laboratoires dans les universités en entreprises. Et deuxièmement, par l'apparition de la nouvelle gestion publique, qui se caractérisait par des compressions budgétaires, de la bureaucratisation, des mesures de performance, et tout ça a redessiné le fonctionnement des institutions de recherche. Le deuxième facteur est la crise de l'édition savante, où on a vu le prix des abonnements augmenter de façon très rapide, de façon beaucoup plus rapide que l'inflation. Il y a aussi une question qui a surgi. Pourquoi les éditeurs devraient-ils faire autant d'argent en profitant du bénévolat des chercheurs et en leur demandant de céder leurs droits d'auteur? De la réaction à cette crise a émergé le mouvement du libre accès. Devant l'ampleur croissante de ce mouvement, les éditeurs en situation d'oligopole ont réussi à tirer leur épingle du jeu en réussissant à imposer le modèle de l'auteur-payeur comme pratique acceptable de financement des revues. En parallèle, il y a eu un troisième facteur, soit l'émergence d'Internet, qui a permis aux revues de réduire leurs coûts d'impression et de repenser leur rentabilité. La facilité de publication en ligne a aussi favorisé l'augmentation du nombre de revues savantes. Pour les combattre, il faut savoir les reconnaître. C'est pourquoi il est important de s'entendre sur ce qui définit un éditeur prédateur. Cette tâche n'est simple qu'en apparence, car les revues scientifiques se distribuent dans une espèce de continuum, un continuum où la qualité et l'authenticité varient, et qui s'étend entre les vraies revues et les revues dites prédatrices, qu'on pourrait aussi qualifier de fausses revues ou de pseudo-revues. Et ce continuum passe, entre ces deux extrêmes, le continuum passe par de vraies revues, mais de moindre qualité, qui ont des pratiques qui s'apparentent à celles des revues prédatrices. Voici la définition consensuelle établie lors d'une rencontre tenue en avril 2019 à Ottawa et qui impliquait 43 intervenants de différents milieux, impliqués dans la publication, dans le financement, donc des intervenants impliqués dans la communauté savante et qui étaient en provenance de 10 pays. Donc, c'est pour ça qu'on parle de définition consensuelle. On retrouve cette définition qui est citée dans la colonne de gauche. Donc, on retrouve dans cette définition les caractéristiques suivantes. Le profit et les intérêts personnels priment sur toute autre considération. La diffusion d'informations fausses et trompeuses, des pratiques éditoriales inadéquates, le manque de transparence, en particulier en ce qui a trait à tous les frais que les auteurs doivent payer, et dans la sollicitation agressive par courriel, par toutes sortes de moyens
pour inciter les chercheurs à publier dans leur revue. Afin d'identifier les revues prédatrices, il y a des listes noires et des listes blanches qui ont été publiées. On voit ici, sur cette diapo, les chevauchements qui existent entre deux listes noires, donc qui sont à gauche, la liste de Jeffrey Beals et la liste de Cabell's, qualifiée Predatory, et entre deux listes blanches, encore là, une fournie par Cabell's, qu'ils appellent leur liste Verified, et la liste du DOAJ, le Directory of Open Access Journals. Chacune utilise sa propre combinaison de critères pour définir une revue prédatrice. Nous voyons ici donc les conséquences du fameux continuum qui existe entre ces revues et les revues légitimes, alors que 72 revues qui sont encerclées en noir là, au bas de la figure se retrouvent à la fois dans une liste noire et dans une liste blanche. Les listes préfèrent utiliser des critères facilement vérifiables. C'est pourquoi certains aspects qui sont plus difficiles à évaluer, comme la révision par les pairs, sont moins bien couverts par ces listes. C'est pourquoi elles devraient être utilisées pour guider notre réflexion et non pour déterminer hors de tout doute la légitimité d'une revue dont on doute de la légitimité. En comparant les deux listes noires, donc celle de Jeffrey Beals et celle de Cabell's, un auteur a observé que 68,2% des éditeurs se trouvaient sur la liste de Beals et ayant un site web actif ne se retrouvent pas dans la liste noire de Cabell. Donc, prudence quand vous utilisez des listes, utilisez-les pour appuyer votre réflexion plutôt que pour trouver une décision toute prise. Plusieurs facteurs sont évoqués pour expliquer cet accroissement du nombre de revues prédatrices. Il y a d'abord un manque de sensibilisation, particulièrement dans les pays en développement. C'est un des facteurs qui explique pourquoi la majorité des articles publiés dans ces revues proviennent de chercheurs de ces pays. Il y a une forte pression pour publier subie par les chercheurs, donc la fameuse loi du publier ou périr. Il peut y avoir des délais de publication parfois longs et des taux de rejet de manuscrits souvent élevés du côté des revues légitimes, ce qui incite certains chercheurs soumis à cette pression à publier à se tourner vers des avenues de publication plus rapides. Les modes d'évaluation qui favorisent la quantité plutôt que la qualité, qui, encore une fois, sont présents surtout dans les pays en développement. Et il y a aussi ce qui contribue justement à accroître le nombre de revues prédatrices. Ce sont des méthodes d'évaluation de la performance réduites abusivement à des indicateurs bibliométriques, car ils sont vus comme des moyens d'évaluer plus faciles et plus rapides. Et il y a enfin les systèmes où un nombre élevé de publications donne un accès plus rapide à des promotions ou est récompensé monétairement. Ça, on l'a vu en particulier en Chine. On pourrait résumer le tableau suivant avec la citation suivante de La Fontaine. « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». On voit ici que la présence des revues prédatrices est plus grande dans certaines disciplines. Donc, on voit que les disciplines des sciences de la nature, des sciences de la vie, de l'ingénierie et des sciences de la gestion sont les plus exposées. Une explication qui pourrait... une façon d'expliquer cette observation serait que la présence préférentielle de ces revues prédatrices dans ces domaines, en fait, les revues prédatrices se concentrent habituellement dans les domaines où, évidemment, la communication scientifique se fait par l'entremise de publications dans les revues scientifiques. Maintenant, on va passer aux caractéristiques. Et pour les caractéristiques, je laisse la parole à ma collègue Sylvie Goulet. Merci Jean-Jacques. Alors, je vais partager mon écran. Oui.
Alors, c'est beau? Oui. Alors donc, je vais vous parler des caractéristiques ou comportements qu'on pourrait parler de déviants des revues prédatrices. Alors, premièrement, en ce qui concerne le coût, ça peut arriver qu'il y a des revues prédatrices qui vous chargent des frais de soumission plutôt que des frais de publication. Donc, que l'article soit publié ou non, vous allez payer ces frais-là. En ce qui concerne les frais de publication, les Article Processing Charge, là, APC, souvent sont très bas parce qu'on va miser sur la quantité, donc on essaie d'attraper le plus d'auteurs potentiels possible. Il peut y avoir des frais additionnels cachés que vous allez découvrir au moment de recevoir votre facture, par exemple. On peut aussi vous offrir des rabais pour envoi rapide de votre manuscrit. Alors, on cherche à vous attraper le plus rapidement possible. Et finalement, ça peut arriver dans certains cas qu'il y ait des frais vous allez payer les frais de publication et l'article ne sera jamais publié. Également, il y a des frais de correction qui pourraient vous être chargés. Et là encore, ce n'est pas une garantie que votre article va être publié et que les corrections vont aussi avoir été faites, même si l'article est publié. En ce qui concerne le processus de soumission, alors comme Jean-Jacques le mentionnait tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup de sollicitations chez les éditeurs prédateurs. Parfois même, les courriels qui vous sont envoyés vont être personnalisés. On va vous dire qu'on a lu tel article de vous, qu'on l'a trouvé super intéressant et qu'on serait vraiment enchanté de vous publier. Les taux d'acceptation sont également très élevés. Alors, on voit que ces éditeurs-là cherchent à faire le plus d'argent possible. Donc, il y a eu même certains cas où des faux articles, des canulars ont été envoyés. Ils ont été acceptés pour publication. Également, les délais d'acceptation sont très rapides, ce qui témoigne d'un processus de révision par les pairs à tout le moins douteux. La méthode de soumission se fait par courriel plutôt que par un système spécialisé et les recommandations aux auteurs sont souvent carrément incomplètes. En ce qui concerne le contenu des revues prédatrices, comme je le mentionnais, la révision par les pairs est douteuse ou carrément inexistante. Il y a une quantité d'articles souvent très grande, c'est-à-dire qu'on va chercher à publier le plus d'articles possible pour faire le plus d'argent possible. Donc, il va y avoir beaucoup d'articles par numéro et de numéros par année. Et ça témoigne encore là d'un processus de révision par les pairs douteux. En ce qui concerne la qualité éditoriale, les articles peuvent être publiés avec des erreurs d'édition et ça sans l'accord de l'auteur. Et finalement, pour l'information qui est contenue dans ces revues-là, elle peut être trompeuse et de qualité très variable. Alors, comme Jean-Jacques le mentionnait tout à l'heure aussi, il peut y avoir des très bons articles dans les revues prédatrices, mais ceux-ci vont côtoyer des articles de piètre qualité. Le contenu peut également être plagié. Alors, soit que la revue a pris un article dans une revue légitime et qu'elle l'a recopié sur son site, ou à cause qu'il y a un manque de contrôle au niveau du plagiat, il peut y avoir un auteur qui a plagié un article, qui l'a mis à son nom et qui a été accepté pour publication dans une revue prédatrice. Il y a souvent également beaucoup de multidisciplinarité au niveau de ces revues-là. Par exemple, un article en physique nucléaire pourrait côtoyer un article dans le domaine de l'éducation dans un même numéro de revue. Il y a également possibilité d'incohérence entre la portée de la revue et son contenu. Et une revue prédatrice peut également disparaître du jour au lendemain. Et naturellement, comme il n'y a pas d'archivage, disons, organisé, les articles vont disparaître avec la revue. Donc, votre article va disparaître complètement de la circulation. Ensuite, pour ce qui concerne le nom et la localisation, souvent ces revues-là vont essayer d'inclure dans leur titre des termes qu'ils considèrent comme prestigieux, par exemple international, world, européenne, canadienne, british, américaine. Alors, on peut voir ici, par exemple, deux titres de revues qui, curieusement, sont à la fois canadiennes et internationales. Donc, on voit qu'ils veulent vraiment inclure des termes pour se donner du prestige.
justement, en ce qui concerne le nom de la revue, souvent, il va être carrément identique ou sinon semblable à celui d'une revue légitime, comme par exemple, ici, on peut voir qu'il y a 2 Journal of Natural Products. Également, une revue prédatrice peut s'approprier le numéro ISSN, qui est le numéro standard pour les revues. Alors, il va s'approprier le numéro ISSN d'une revue légitime. J'ai déjà vu, par exemple, 2 sites web différents de revues où le nom était presque semblable et le numéro ISSN était le même sur les 2 sites de revues. Alors, toujours dans le but de tromper les auteurs qui peut-être vont penser publier dans la revue légitime, en fait qu'ils publient dans la revue prédatrice. Au niveau de la localisation de l'éditeur, elle peut être trompeuse. Alors, par exemple, la revue peut s'appeler canadienne alors que l'éditeur n'est pas du tout localisé au Canada. Ou on va mettre une adresse, des fois même une boîte postale, par exemple, localisée à New York, alors que l'éditeur de la revue n'est pas du tout dans le pays en question. On a ici un exemple d'une revue. Alors, par exemple, on peut voir, première chose à constater, c'est qu'il y a une faute d'orthographe dans le nom de la rue, là. Alors, on écrit Beauluvard au lieu de Boulevard. Et quand on inscrit l'adresse d'une revue prédatrice dans l'outil Google Street, alors on arrive souvent à des endroits inusités, comme dans ce cas-ci, cette très belle maison. Alors dans certains cas, moi, je suis arrivée dans un marché de fruits et légumes, sur un terrain vacant ou une toute petite maison de banlieue. Alors, on arrive vraiment à des endroits inusités. En ce qui concerne l'équipe éditoriale maintenant, alors au niveau de la représentation éditoriale est souvent non balancée par rapport à la portée de la revue. Par exemple, on peut avoir une revue qui se dit internationale et on s'aperçoit que les membres du comité éditorial sont tous de même nationalité. Alors, ce qui permet de se poser des questions. Au niveau de l'identité des membres, alors là, on a carrément des fois des personnes fictives, des fausses affiliations, des personnes renommées, mais dont le nom apparaît en tant que membre du comité éditorial à leur insu. Et quand ces personnes-là cherchent à faire retirer leur nom, des fois, c'est carrément impossible de le faire. Là, ils n'y arrivent pas. Il peut y avoir aussi un éditeur principal qui est polyvalent, en ce sens que la personne va être éditeur principal, par exemple, de 10, 15 revues dans des domaines complètement différents. Au niveau des informations de contact, c'est souvent des adresses de courriel non professionnelles, alors des adresses Gmail, Hotmail, par exemple, où il y a carrément absence de coordonnées permettant de contacter l'éditeur. Alors, on voit ici, par exemple, quelqu'un dont on indique que l'affiliation est à l'Université du Québec à Montréal, alors que cette personne n'existe pas du tout à l'UQAM. Donc, c'est un exemple de fausse affiliation sur un site web de revue prédatrice. Ici, on voit des adresses de courriel non professionnelles, alors des adresses Yahoo. En ce qui concerne justement le site web de la revue, souvent il est de piètre qualité. Alors des fautes d'orthographe, une grammaire déficiente, des images déformées, des liens brisés, des publicités, alors souvent même des publicités qui clignotent, des informations à venir, mais qui finalement ne viennent jamais. Et l'apparence va souvent chercher à imiter celle de revues légitimes, alors toujours dans le but de tromper les auteurs potentiels. Et le site web d'une revue prédatrice, il vise vraiment directement les auteurs. Alors, son but, on voit que c'est vraiment d'aller chercher des publications, d'aller chercher de l'argent, plutôt que de diffuser les informations scientifiques. En ce qui concerne les indicateurs et l'indexation, sur les sites de revues prédatrices, il y a souvent des faux indicateurs d'impact. Alors, j'en ai mis quelques-uns ici, l'index Copernicus, le View Factor, le Global Impact Factor. Alors, ce sont tous des faux indicateurs. Et vous avez une liste ici qui va être dans le clavardage, une liste de faux indicateurs qu'on trouve souvent sur des sites de revues prédatrices.
L'indexation peut également être trompeuse. Alors, sur le site de la revue, on va vous dire que la revue est indexée dans telle ou telle base de données. Et lorsque vous allez vérifier dans la liste des titres qui sont indexés dans ces bases de données-là, ou que vous allez vérifier carrément dans la base de données, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout le cas. Là, la revue n'y apparaît pas, elle n'est pas indexée par ces ressources-là. Alors, on a ici un exemple d'une revue où il y a des faux indicateurs, où il y a de l'information manquante au niveau des contacts. Et on peut voir également que dans les sujets, vous voyez, il y a le génie chimique qui côtoie le journalisme. Alors, vraiment, tous les domaines peuvent être compris dans cette revue-là. Un autre exemple ici d'indexation bidon. Alors, en fait, il y a un mélange ici de ressources et de facteurs d'impact. Alors, tout ce qu'on voit là c'est un petit peu mélangé. Bon, on peut voir qu'il y a Google Scholar, mais bon, comme l'indexation des articles dans Google Scholar se fait majoritairement de façon automatique, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des articles de revues prédatrices qui se glissent dans Google Scholar. De même, on peut voir qu'on cherche peut-être à engendrer de la confusion avec l'Institute for Scientific Information, avec le SIS au lieu du ISI. Et de la même façon, ici, on pourrait penser que c'est le fameux facteur d'impact du Journal Citation Report, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un facteur d'impact complètement bidon. Alors voilà, ça complète la section sur les caractéristiques. Alors je vais arrêter mon partage et laisser la parole à Cynthia. OK. Tout le monde voit mon écran? Oui. OK. Alors, donc, moi, je vais vous parler des... attendez un petit peu, je dois arrêter. OK. Je vais vous parler des actions que vous pouvez entreprendre si jamais vous avez maille à partir avec des revues prédatrices. Et ensuite, je vais enchaîner en vous parlant de ressources qui peuvent vous aider à vraiment identifier si vous avez affaire à une revue avec des pratiques discutables ou pas. Donc, en gros, là, on pourrait dire qu'il y a 3 principales situations auxquelles vous risquez d'être confronté. La première est hors de votre contrôle. Là, ça se peut qu'il y ait une revue prédatrice qui ait décidé de plagier votre article ou un auteur quelconque qui a décidé de vous plagier. Ça, c'est vraiment parce que, comme vous l'avez vu, il n'y a aucun contrôle qui est fait dans ces types de revues-là. Quand bien même vous demandez qu'il y ait une rétractation, bien, ça se peut qu'il n'y ait aucun service éditorial offert par la revue ou bien que vous n'êtes même pas capable de communiquer avec l'éditeur, jamais de réponse. Donc, si vraiment vous n'avez aucune solution possible en communiquant avec la revue, la démarche qui est proposée de faire, c'est vraiment avec votre éditeur, là, vous allez signaler la faute là, à l'auteur lui-même, parce que ça se peut que lui-même soit une victime. Il n'est peut-être même pas au courant que son nom a été mis sur un article plagié. Mais si lui-même a fait le plagiat, bon, il faut qu'il soit quand même informé et vous devez aussi signaler l'erreur à l'institution de l'auteur. Et puis là, ben, au moins, il y a des démarches officielles qui sont entreprises pour espérer qu'on puisse vraiment rétracter le document. Les 2 autres situations courantes sont liées à la publication. Donc, soit vous avez publié sans vous en rendre compte dans une revue prédatrice ou vous vous en rendez compte juste avant. Peu importe, là, tout dépend de si au départ vous avez vérifié quel droit d'auteur vous cédez à la revue. Donc ça, c'est peu importe dans votre exercice quand vous soumettez des publications, vérifiez toujours quel droit d'auteur vous cédez ou est-ce que vous conservez vos droits d'auteur. Soyez toujours conscient de l'entente qui vous engage avec l'éditeur. Puis gardez cette documentation-là dans le dossier afférent à l'article que vous avez soumis. Donc, assurez-vous donc que vous ne cédez pas vos droits d'auteur, que vous accordez finalement un droit de diffusion non exclusif, mettons.
Donc, si ce n'est pas publié, là, vous avez soumis votre article, mais vous n'avez pas encore payé pour les frais de publication, puis vous réalisez l'erreur, bien, payez rien. Si vous avez déjà payé, là, c'est vraiment important de vérifier si vous pouvez faire une demande de retrait d'article. Donc, l'idée, la démarche, c'est d'essayer de récupérer votre article en autant que possible. Si c'est déjà publié et que vous voyez qu'il n'y a aucun moyen de récupérer votre article et que vous avez quand même conservé vos droits d'auteur, c'est possible de demander à Google de désactiver l'accès à la page spécifique là, menant à la revue prédatrice. Puis, une fois tout ça réglé, bien documenté, vous pouvez soumettre de nouveau votre article à une revue légitime, mais soyez très transparent dans la démarche. Là, vous fournissez toute la documentation qui vous a amené à la conclusion que vous aviez malheureusement fait affaire avec une revue aux pratiques discutables. Voilà en gros pour les situations que vous risquez de rencontrer. Donc là, on va être plus dans la prévention. Donc au niveau des ressources, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui ensemble dans ce webinaire, vous trouvez vraiment beaucoup de détails dans notre guide thématique au service des bibliothèques. Donc j'ai un de mes collègues qui va mettre le lien dans le chat. Donc, on a un guide spécifique aux éditeurs prédateurs. Puis dans l'onglet « Sources », vous avez accès à plusieurs outils, beaucoup de listes de contrôle là, qui vont vous énumérer des critères à aller vérifier manuellement. Donc, c'est ça. Il n'y a aucune recette magique. Là. Il faut toujours faire preuve, appliquer son jugement. Moi, je vais vous parler de deux outils. Là. Il y en a un tout récent, le Compass to Publish. C'est un des meilleurs outils à l'heure actuelle. En plus, il est en français. Donc, il est basé sur un ensemble de critères à partir des caractéristiques là, que Sylvie vous a exposées. Et puis, il y a des petites notes pédagogiques qui vous aident à réfléchir, à contextualiser là, comment répondre à la question. Donc, si on vous demande si l'article, si la revue est dans une liste blanche, bien, vous allez avoir le lien qui mène au répertoire, mettons, DOAJ pour aller vérifier. Donc, pour ça, ça facilite l'exercice de vérification. Et puis là, bien, au fur et à mesure que vous répondez aux questions, l'aiguille, là, il y a un petit schéma là, comme de leur compas, on peut dire. L'aiguille va bouger dans le rouge s'il y a vraiment un cumul de mauvaises pratiques éditoriales. Donc, c'est vraiment un très bon outil. Mais comme je ne le présente pas concrètement dans le webinaire parce que c'est un peu long de prendre un exemple puis passer au travers. On est obligé de suivre l'ordre des questions. Donc, c'est un très bon outil, mais je pense qu'on peut prendre quelque chose de plus simple pour juste faire des vérifications de base. Puis donc, je vais vous parler plus d'un autre outil qui est le Predatory Rate. Puis si vraiment, avec un premier outil très sommaire, vous voyez qu'il faut que je fasse plus de vérification, là, vous irez avec des outils plus complexes ou vous écrivez au bibliothécaire pour faire l'analyse. On peut faire l'analyse à votre place pendant que vous vous occupez de faire votre recherche. Là. Ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, l'autre outil que je vais plus parler, c'est le calcul du predatory rate. C'est une proposition d'Arthur et Bianchardi dans un éditorial c'est quoi, le Advanced Pharmaceutical Bulletin. Donc, ce n'est pas une démarche parfaitement rigoureuse, mais c'est un outil, ce qui a l'avantage, c'est qu'on voit très bien les critères qu'ils utilisent et ils mettent un poids pour des critères défavorables. Donc, plus le nombre va augmenter parce qu'il y a des pratiques défavorables qui auront été identifiées, bien, moins plus ça indique que c'est une revue avec des pratiques discutables. Puis là, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut à la fin, quand on a fait l'analyse, il faut arriver à moins de 0,22 comme pondération. Donc là, on va vous fournir un fichier Excel dans lequel on a transféré ces critères-là avec le poids, juste pour que vous puissiez vous-même par la suite l'utiliser et puis l'appliquer sur une revue. Et puis, moi, je vais m'en servir pour faire un petit exemple de quoi ça peut avoir l'air. Excusez-moi, si on fait des calculs de base. Donc, ça, c'est de ce que ça a l'air une fois versé dans le fichier Excel. Avant de faire l'exemple, cette remarque-là est très importante. Là. Donc, comme mes collègues l'ont dit avant, il n'y a pas d'outil magique. Là. Puis ici, on voit très bien qu'il va y avoir des critères
qui peuvent tout à fait se retrouver sur des revues parfaitement authentiques, là. Récemment, moi, j'ai vu une revue québécoise, là, que le point de contact utilisait un courriel Gmail, mais on sait c'est quoi la réalité de nos petites associations savantes ou nos revues locales. Parfois, c'est un professionnel de recherche qui n'a pas un statut permanent dans une organisation. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer pourquoi c'est un courriel Gmail qui est utilisé pour le contact d'une personne. Donc, ce n'est pas un critère qui vous dit « Ah, j'ai à faire une revue prédatrice », pas du tout. Il faut vraiment contextualiser, puis particulièrement dans votre contexte disciplinaire. Donc, c'est vraiment le cumul. Donc, ici, si on prend le test 1, là, où j'ai mis des valeurs maximales, c'est vraiment une revue qui n'a que des mauvaises pratiques éditoriales. Donc, on n'a aucun moyen de savoir comment contacter un éditeur. On ne sait pas c'est quoi leur affiliation. Vous voyez, tout est dans le très, très mauvais. Bon, probablement que ça vous allumerait une cloche, mais ça vous dit qu'on arrive avec un maximum de 1,29. Les auteurs disent qu'à 0,22, on commence à faire attention. Donc, pour un peu contextualiser ce chiffre-là, j'ai fait un deuxième test où là, ma revue n'a que des pratiques exemplaires. Là, je ne peux vraiment pas lui attribuer de points défavorables, sauf à la fin, au niveau du modèle de financement, comme ça a été très bien expliqué par mes collègues, c'est tout à fait normal aujourd'hui de trouver des revues en libre accès qui vont demander des frais de publication. Donc, j'ai tout de suite mis, ben oui, c'est normal, ma revue demande des frais de publication. On a même des revues de très grands éditeurs qui font de l'argent en demandant aux bibliothèques de s'abonner et en demandant en plus aux auteurs de payer pour que l'article soit en libre accès. Donc, ça, c'est tout à fait courant. On peut dire que c'est légitime comme pratique. Donc, si j'applique ces points-là, j'arrive avec un predatory rate de 0,14. Donc, on doit être de 0,14 à 0,22. J'ai une petite marge de manœuvre. Donc, j'ai quelques mauvaises pratiques qui pourraient être autorisées sans que j'aie à faire une revue prédatrice. Par exemple, ben oui, moi, en fait, plutôt que de répondre à tous les critères, là, souvent, moi, ce que je fais, c'est j'ai 2 critères de base que je vais tout de suite vérifier. C'est au niveau du processus de révision par les pairs, combien de temps ça prend. Alors, dès que c'est 1 mois ou moins, on voit que c'est des points défavorables parce qu'on le sait très bien, là, juste quand on envoie un article, c'est à peu près le temps qu'on demande aux réviseurs, 4 semaines, 6 semaines pour faire le retour. C'est très normal. Peut-être 3 semaines, mais je veux dire, ça ne se peut pas qu'en 1 mois, on ait fait le tour des évaluateurs pour rendre la décision. Donc, tout de suite, moi, ça va me sonner une cloche. Je dis, ah non, ce n'est pas normal. Okay? Donc, déjà, ça, il faudra aller vérifier plus en détail. Est-ce que c'est parce qu'il y a un nouveau modèle en place? Là? Mais si ça vous dit un modèle de révision classique, impossible que ça se fasse en bas de 1 mois. L'autre critère que moi, j'applique, c'est l'indexation. La revue dit qu'elle est indexée dans Scopus, ben, je vais vérifier si c'est vrai qu'elle est dans Scopus. Parce que si elle y est, ben, je peux quand même faire confiance que Scopus a appliqué des critères. Donc, déjà, je commence à me dire, ah ben oui, ça permet de contextualiser. Peut-être qu'ils ont pris une adresse Gmail, mais ils sont dans Scopus. Donc, ça aide à un petit peu ajuster la valeur des critères. Donc, par exemple, juste pour voir, si je mets plutôt un 1, parce que je vois que la revue m'a effectivement menti en me disant qu'elle est indexée quelque part ou qu'elle a peut-être juste pas mis à jour sa page. Vous voyez juste l'impact que ça a. J'arrive à 0,21. Donc, je suis très, très proche déjà de déclarer que c'est une revue prédatrice. Donc, on applique les critères, mais on voit que j'ai peut-être de la place pour un autre critère. Il faut tout le temps contextualiser puis bien réfléchir à sa situation personnelle, disciplinaire. Peut-être qu'on connaît la revue. Hein. Ça se peut que la revue, vous trouviez qu'elle n'est indexée nulle part. Puis là, on se pose la question, mais pourquoi je publierais dans une revue qui est indexée nulle part? Mon article ne va avoir aucune visibilité. Parce que des revues prédatrices, chose certaine, vont être très, très peu indexées. Donc, c'est pour ça que c'est très négatif quand vous voyez que votre revue, finalement, elle n'est pas indexée dans les bases documentaires importantes. Là. On ne compte pas Google Scholar, on va vraiment dans les bases où vous faites vos recherches documentaires.
Mais si elle n'est pas indexée, ça ne veut pas dire que c'est une revue prédatrice, par contre. Okay? La revue prédatrice ne sera pas indexée, mais si votre revue n'est pas indexée, ça ne veut pas dire qu'elle est prédatrice. On pense par exemple aux nouvelles revues. Elles n'ont pas eu le temps encore d'établir leur expertise, donc elles doivent monter leur contenu. Donc, elles ne seront probablement pas indexées. Donc, si vous êtes très innovateur et souhaitez soutenir le développement de la communauté autour de cette revue, c'est parce que vous connaissez les gens et tout. Donc, allez-y, il faut avoir ces nouveaux organes de communication. Donc, vous comprenez, je crois que le message est clair. Et on applique des critères, mais il faut toujours les contextualiser en fonction de son domaine disciplinaire et de ses intentions de recherche. Donc, je vais arrêter à ce niveau-là. Je vais laisser Jean-Jacques rapidement conclure le webinaire avec les solutions possibles pour minimiser le phénomène. J'ouvre mon micro. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Oui, OK. Donc, pour terminer, regardons quelques solutions qui sont proposées pour s'opposer au phénomène des éditeurs prédateurs. Il y a d'abord, il y en a qui ont proposé l'évaluation ouverte par les pairs. Parce que ce type d'évaluation permet de départager plus facilement les vrais éditeurs des faux, car celle-ci est transparente, beaucoup plus transparente que l'évaluation par les pairs traditionnels. En étant forcé de révéler l'identité des réviseurs, en publiant les rapports d'évaluation ou en confiant la révision à des organismes externes à la revue, les revues prédatrices n'auraient plus la possibilité de prétendre offrir une révision par les pairs en bonne et due forme. Une autre solution pourrait passer par des actions concertées à l'échelle internationale. Par exemple, par la création de plateformes éducationnelles, de journées mondiales de sensibilisation, d'un plus grand nombre de comités d'éthique de la recherche. En effet, une proportion significative des chercheurs des pays en développement, surtout parmi les plus jeunes, qui sont en début de carrière, ne connaît pas l'existence des pseudo-revues savantes à cause d'un encadrement, d'un mentorat ou d'un système d'éducation supérieure qui n'aborde pas ce sujet, et aussi à cause d'obstacles structurels qui compliquent leur inclusion dans les revues occidentales. On parle aussi d'offrir un soutien à la recherche scientifique dans les pays en développement. En effet, le manque de ressources ne permet que difficilement aux chercheurs de produire des résultats répondant aux exigences des revues savantes des grands éditeurs légitimes. Les chercheurs se tournent alors vers des revues prédatrices qui acceptent non seulement de les publier, mais à des coûts plus abordables, ce qui ne peut qu'attirer ces chercheurs désargentés qui subissent également la loi du publier ou périr, autant que dans notre société occidentale. Enfin, les universités, les bailleurs de fonds pourraient mettre en place des politiques dissuasives concernant les chercheurs qui publient à répétition dans les revues prédatrices. On parlait d'arrivisme un peu plus tôt. C'est ce type de chercheurs-là qui seraient visés par ces politiques qui ne leur donneraient, par exemple, pas accès à des postes, à des promotions ou à des fonds. Donc, nous espérons que cette présentation va vous permettre d'être aussi rusé qu'Ulysse afin de rendre votre odyssée dans le monde des publications savantes moins périlleuse et de publier sans périr. Merci. Alors, oui, merci à tout le monde d'avoir assisté donc, à notre webinaire. Dans le chat, j'ai mis le lien qui permet d'accéder aux bibliothécaires disciplinaires, si jamais vous avez des questions spécifiques. On organise également une séance de dépannage lundi prochain. Donc, si entre-temps, vous prenez le temps de regarder un peu dans les revues, peut-être que vous hésitiez, vous pouvez venir nous les soumettre, puis on peut discuter en équipe ou partir dans des salles privées Zoom pour en discuter. Mais vous pouvez aussi, là, en tout temps, envoyer vos demandes à votre bibliothécaire disciplinaire. Donc, j'espère que ça a été plaisant pour vous.
Et puis, ben, au plaisir de se reprendre dans un autre webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Merci, merci. Au revoir. Il y avait une question dans le chat, Cynthia. Ah, OK. Ben, quand j'étais allée voir, il n'y en avait pas. La présentation. Ah, OK, elle vient juste de voir. Oui, oui. Merci. Est-ce qu'il est encore là, Alexandre Toupin? Alexandra, excusez-moi, est-ce qu'Alexandra Toupin est là? Oui. Ah, OK, bon, ben, on va pas répondre à ta question. Et quand j'avais vérifié... C'est correct, c'est correct. Je me demandais, en fait, parce que je me posais la question justement pendant la présentation, est-ce que ce serait pas mieux si l'identité des réviseurs ou des évaluateurs était comme ouverte? Puis ça a répondu un petit peu dans les dernières diapos. Mais donc, je me demandais, comme ces revues-là n'ont pas de scrupule à mentir puis à voler l'identité de certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas justement le risque que, en utilisant le processus ouvert, il y ait quand même de la tromperie? Je ne sais pas s'il y a un collègue qui veut répondre, mais c'est sûr que dans les modèles ouverts, tu as différents modèles. Évidemment, un qui ferait juste afficher c'est tel chercheur qui a fait la révision et tel autre. Oui, ça serait facile de tricher. Mais il y a des modèles ouverts, en fait, que même les rapports d'évaluation sont publiés. Alors là, ça commence à être vraiment compliqué. Parce qu'il pourrait faire des faux rapports, mais là, au moins, tu as accès, puis tu vois, ah ben, il n'y en a pas eu d'évaluation où les commentaires sont complètement ridicules. Donc, la tendance, en tout cas, des sondages qui ont été menés auprès de différents chercheurs, ils sont favorables à l'ouverture du processus. Là encore, ça va dépendre des disciplines, là. Mais il faut vraiment publier les rapports si on veut contrer le phénomène. Publier les rapports, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Moi, par exemple, disons que j'ai soumis souvent des articles. J'espère que ce n'était pas dans des revues prédatrices. On reçoit toujours les rapports des évaluateurs de plusieurs pages, souvent des corrections longues à faire, ce qui me fait penser que ça ne doit pas être des revues prédatrices parce qu'ils ne sont pas, exactement. Pas du premier coup jamais l'article. Alors, mais publication d'un rapport, moi je reçois les rapports, mais est-ce que publication des rapports, est-ce que c'est ça que ça veut dire ou c'est autre chose? Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'échange entre les réviseurs et l'auteur. Comme ça, il y en a aussi, il y a toutes sortes de raisons. Ce n'est pas juste pour contrer le phénomène des revues prédatrices. C'est aussi pour s'assurer que le ton des corrections est adéquat. Parce que des fois, il y en a qui négligent ou qui sont même pas du tout constructifs, là. Donc, c'est me dire que le chercheur assume le rapport d'évaluation qu'il fait. Il y a des modèles ouverts où le rapport est publié, mais l'évaluateur reste anonyme, dans le sens qu'on n'a pas tant besoin de savoir qui a écrit, si on veut vraiment assurer quand même une forme d'anonymat. C'est vraiment la discussion autour du document qui est rendue publique. Ouais, moi, ce que j'ai connu, c'était toujours reviewer numéro 1, reviewer numéro 2. Des fois, c'est 3 reviewers. C'est ça. 2. Puis là, bon, chacun envoie son rapport. Il y en a qui envoient des rapports d'une demi-page, puis d'autres en envoient de 4 pages. Mais bon, c'est le même article. Et, donc, c'est ce que tu appelles la publication des rapports. C'est ça que tu appelles la publication des rapports. Oui. Jamais connu autre chose, à vrai dire, mais toujours fait dans l'anonymat. Puis après ça, c'est l'éditeur qui met ça un peu ensemble, qui te laisse savoir si ça vaut la peine de faire tes corrections ou pas. J'ai vu qu'il y avait Lucas qui voulait réagir. Ouvrez le micro. Moi, j'entends pas Lucas, les autres. Non, j'entends pas. Ah, c'est dommage. Je
sais pas si vous voulez l'écrire dans le chat. Lucas, on le voit, on voit son image, mais... Oui, on voit la vidéo, mais c'est comme s'il y a un autre... C'est comme s'il y a deux systèmes audio, comme si ce n'est pas le bon système audio qui est sélectionné, parce que pour moi, le micro est ouvert, mais je ne vous entends pas. Comme là, le micro est fermé. Oups, ouvert. Le volume, peut-être? C'est une question de volume, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut poser sa question avec la messagerie? C'est ce que je propose, oui. Écrivez-la, puis on... Il peut nous entendre, oui? Oui. Oui, il nous entend. OK. Et j'ai une collègue qui dit qu'on pense qu'on peut choisir un autre micro en cliquant sur le V inversé à côté du petit micro. Ah, mais sa question est dans le chat. Je ne l'ai pas vue encore. Juste avant. OK, Lucas, oui, je l'ai. Ma question porte sur les citations de mes étudiants. Y a-t-il un risque qu'ils les citent? Oui, on ne peut pas vérifier toutes les références de tous les étudiants. Moi, j'ai lu... Est-ce qu'il y en a qui veut répondre? Ben oui, il y a un risque, effectivement, Ouais. c'est des références provenant de revues prédatrices. Et oui, c'est difficile pour vous, en tant que professeur, de tout vérifier, là. Il n'y a pas vraiment de solution, je pense. Mais tu sais, c'est surtout si vos étudiants cherchent dans Google Scholar, ben, tu sais, là, il pourrait avoir un risque, vu que là, on sait que ce n'est pas très bien filtré. Par contre, il y a quand même des recherches qui ont commencé à être faites pour mesurer c'est quoi l'impact des revues pédatrices vraiment dans le remodelage des communications savantes, là. Puis, somme toute, le fait qu'elles sont très mal indexées, ben, ça fait que les étudiants ont aussi de la misère à les trouver. Là, même dans Google Scholar, l'algorithme de pertinence fait qu'il faut que l'article ait reçu beaucoup de citations. C'est très rare que les étudiants vont aller dans les pages 3, 4, 5 ou trier par... enfin, bref. Ce qui fait que, oui, ça arrive qu'ils sont cités, mais somme toute, en termes de citation, l'impact est assez minime. Il y en a même qui vont dire que c'est peut-être, comment dire, pour les chercheurs, le risque d'y publier, oui, là, ça, il faut vraiment faire attention, mais à part ça, c'est plus comme un gaspillage de ressources, un gaspillage d'articles pour ces chercheurs-là, mais vu que c'est très peu cité, c'est comme si c'était un peu une tempête dans un verre d'eau. Les dommages ne sont pas aussi importants que ça. Heureusement, mais ça reste à surveiller. Hein. Comment dire, les revues prédatrices en tant qu'objet de recherche, c'est en croissance. On a des chercheurs qui se penchent sur ces questions-là. Donc, c'est encore à surveiller. Là. Parce que, comme Jean-Jacques l'a dit, il y a des revues, maintenant, ils ont assez d'argent pour s'acheter de la crédibilité, acheter des revues qui sont légitimes. Là. Fait qu'on ne sait pas ces revues-là, comment ça va affecter leur pratique. Il y a des revues qui sont, oui, prédatrices, mais dans le sens qu'elles veulent faire de l'argent, mais elles ont aussi les moyens ensuite de se professionnaliser. Elles vont dire, OK, là, il faut faire attention à tel critère parce que là, la liste noire va vérifier que notre site, mettons, il faut qu'on soit clair pour notre processus. Ils vont tout corriger pour que ça soit encore plus beau.
ils vont faire un minimum de vérification peut-être. Fait que finalement, tu as des revues, comme mon collègue Jean-Jacques dit, tu as des revues qui sont des sites de préprint finalement, là, mais qui font des petits efforts. Donc, comment dire, c'est ça, ils s'améliorent, mais ils vont rester des revues de piètre qualité. Bon, merci, Mika. OK, il n'y a pas eu d'autres questions, je crois. Je me juste sur mes collègues parce que jusqu'ici, je les ai toutes manquées. Non, je pense qu'il y a Non, j'en vois pas d'autres d'autres. questions. Ben, moi, je vous remercie beaucoup pour la présentation. J'étais bien contente, Hélène, que tu sois présente. Je me souviens qu'on avait eu un échange courriel dans le passé avec une revue pas évidente. On en reçoit presque à tous les jours, franchement. Ben, c'est ça. À un moment donné, surtout comme toi, tu es une chercheure senior, là, ton œil est plus aiguisé. Là, oui. Mais c'est ça. À un moment donné, on finit par vraiment développer le. Ça fait des choses comme ça, out of the blue, là, comme on dit, que tu reçois d'un courriel tout à coup. C'est toujours un peu. Normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne par invitation. Ça fonctionne pas par invitation, à moins que oui, tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui veut publier un livre, puis il te demande si tu veux écrire un chapitre de livre. Là. Ça va, là. Tu le connais personnellement. Mais si tu connais pas la personne qui t'invite par courriel, en général, moi, ça s'en va tout de suite aux poubelles. Ben oui. Mais bon, c'est vrai que des fois, on peut hésiter. C'est la même chose un peu pour les congrès, hein? C'est ça, les invités. Il y en a que c'est des congrès bidons complètement. Bon, ça t'invite, mais ça va te coûter 2000 $ de frais d'inscription au fait. Oui. L'invitation. Oui, c'est ça. Nous, on a fait le choix de ne pas parler des conférences prédatrices parce qu'on voulait vraiment que ce soit court dans le temps, tu sais. Mais c'est la même logique là, qui s'applique. Oui, tout à fait. Ouais. OK, bien, écoute, merci beaucoup, Hélène, d'être venue. Merci, Cynthia. Très intéressant. Au revoir. Bye-bye. Oui, bye-bye. Bon temps des fêtes à tout le monde. Oui. Non, peut-être. On ne sait pas. Merci bien. Oui, bye-bye. Super. Très bien. En toi, Cécile, est-ce que tu avais des questions en particulier? Ou, Oh, pardon. Non, c'était. Je voulais juste savoir si c'était possible d'avoir le PowerPoint, mais on vient de me l'envoyer. Oui, c'est ça, le PDF. C'est sûr qu'il n'y a pas la narration qui accompagne chaque diapositive, mais... Oui, non, c'est ça, c'est pour garder en tête ce que vous avez dit. OK, c'est ça. De toute façon, merci beaucoup. Si jamais vous avez besoin vraiment de PowerPoint parce que vous voulez monter vous-même une intervention, entre vous nous écrivez, puis on peut collaborer. Okay. OK, très bien. Au revoir. Merci, c'était très clair, très instructif. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs.